Salut à tous, ça y est enfin je me lance dans ma story time. Voilà, je suis contente. J'ai mis du temps à la faire, hein, clairement. J'ai beaucoup hésité à la faire aussi. Je voulais la faire, hein. C'était quelque chose que au fond de moi j'avais envie de faire. Et voilà, c'était pour mon moral et puis pour vous montrer un petit peu la face cachée de ma maladie parce que pour les gens qui m'ont entouré tout au long de cette maladie, ils n'ont pas vu les effets du cancer sur moi parce que je me cachais de ça. J'avais peur du jugement des gens, j'avais peur d'être jugée. Et là, clairement, les images que je vais vous montrer, vous allez plonger en plein dedans. Vous allez me voir comme vous m'avez jamais vu. Et il y a des images qui peuvent choquer. Je vous dis clairement, hein, vous allez voir le cancer sur moi. Les petites photos que je mettais sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, voilà, c'était des petites photos, mais vraiment les images que je vais vous montrer, surtout une image particulièrement, c'est moi avec le cancer clairement sur mon corps, hein. Donc voilà. Cette story time en fait, je vais vous raconter mon combat que j'ai fait dans l'ombre, hein, clairement, parce qu'il y en a ils n'ont pas vu. Pas vu dans le mal ou voilà, donc les images qui vont suivre, je vais me confier en même temps, le plus sincèrement possible, voilà, sans mentir. Je vais vous dire voilà, les petites anecdotes que j'ai eues, les choses moins drôles, les choses drôles, voilà, je vais partager tout avec vous. Et voilà, j'espère ne pas trop vous choquer parce que voilà, c'est pas le but, mais cette vidéo, voilà, si elle peut aider des personnes, voilà, qui ont appris qu'ils vont être malades, ou qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage, voilà, qui vont avoir la maladie, quoi, clairement. Voilà, vous pouvez la prendre en exemple, on va dire, parce que c'est vrai que ça peut pas être un exemple, parce que chaque personne réagit différemment. Mais voilà, vous pouvez au moins vous fier à ce que votre entourage peut s'attendre, ou vous-même, je sais pas, voilà, vous pouvez passer par ces moments-là. Ce qui est sûr, c'est que voilà, si vous êtes atteint d'un cancer, vous allez finir chauve. Ça, vous pouvez pas y échapper. Voilà, donc j'en rigole, mais je rigole jaune, hein. Maintenant parce que je vais mieux, j'ai des cheveux, mais bon. Voilà, donc j'espère que je vais pas trop vous choquer. Et voilà, je vais vous faire suivre les images petit à petit et en vous expliquant un petit peu les anecdotes, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on y va. Avant d'apprendre que j'ai eu un cancer, j'ai eu des symptômes sur le corps, des pré-alertes, on va dire que j'ai pas pris au sérieux tout de suite. Voilà, j'aurais pris ça au sérieux tout de suite, je pense que j'aurais gagné du temps sur mes traitements. Mais bien heureusement pour moi, ça m'a pas été fatal, heureusement. Donc voilà, donc la première alerte que j'ai eue, c'est déjà la fatigue. J'ai eu beaucoup de fatigue. Pourtant je dormais très bien, hein, je vous rassure. Je faisais des nuits de 10-11 heures parfois, hein. Voilà, mais je me réveillais grave fatiguée, comme si j'avais rien dormi. Donc je trouvais ça super bizarre, mais bon, ça m'inquiétait pas plus que ça. Voilà, c'est devenu une fatigue quotidienne, on va dire. Et voilà, donc je vivais avec en fait, voilà, sans trop m'inquiéter. Et par la suite, j'ai eu des symptômes au corps. Un soir, en prenant ma douche, j'ai eu mon bras qui s'est mis à gonfler. Voilà, je me séchais et puis d'un coup j'ai eu mal au bras comme des fourmis, en fait, tout dans le bras gauche. Et je me mets à regarder mon bras et là, je vous mets l'image. Là, j'ai eu les veines du bras qui sont ressorties. Grosse flippance chez moi. En plus, il était tard, il était minuit ou 1 heure du matin, je me rappelle plus. Parce que moi, je me couche tard, hein. Je suis une couche tard. Petite parenthèse. Donc voilà, donc j'ai vraiment flippé, hein, parce que là, quand vous voyez votre bras comme ça, clairement, vous dites, ouais, je dois avoir un truc de bouché, c'est pas possible. Logiquement, j'aurais dû aller à l'hôpital. Voilà. Quelqu'un de sensé, voilà, qui a la tête sur les épaules, qui n'a pas peur des docteurs, de l'hôpital, hein. Il voit son bras gonflé, voilà, il va à l'hôpital où il appelle quelqu'un ou un docteur au moins. Même il appelle les pompiers et puis je lui demande, quoi, voilà, j'ai le bras qui a gonflé, j'ai mes veines, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, bah attends, va à l'hôpital, c'est pas normal, hein.
Mais moi, voilà, je suis pas allée à l'hôpital, j'avais pas envie de faire 5 ou 6 heures d'attente, voilà. Et puis j'avais quand même un peu peur qu'on me trouve quelque chose, c'est vrai. Et puis en même temps, regardez, si on voyait bien sur l'image, on aperçoit une boule au niveau de l'aisselle, hein, au niveau d'en dessous, là. On aperçoit une boule. C'était une masse cancéreuse, ouais, je le savais pas à ce moment-là, mais je l'ai su par la suite. Mais ouais, voilà, c'était chaud ce que j'avais. C'était vraiment mon corps qui m'alarmait, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais heureusement qu'il m'a alarmée, parce que sinon, je crois que je serais encore là à vous parler avec ma maladie, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le premier symptôme que j'ai eu. Par la suite, ça s'est tout enchaîné, hein. J'ai eu un matin en me réveillant une sorte d'étranglement en fait. Voilà, un peu comme si vous étiez toujours étranglé H24 et même le soir, hein, quand vous vous endormiez, vous êtes étranglé puis vous entendez votre sang circuler dans l'oreille gauche, ça c'est horrible. Quand vous entendez votre sang dans l'oreille gauche, essayez de trouver le sommeil, c'est chaud, hein. Et l'autre symptôme aussi que j'ai eu, c'est vraiment là où j'ai commencé à consulter, c'est où j'étais grave essoufflée, puis j'avais une mauvaise toux, une toux, mais voilà, pas d'éclair, rien, enfin une grosse toux, une vilaine toux, quoi, comme s'il y avait quelque chose qui résonnait dans mon thorax, quoi, c'était vraiment dégueulasse. Et aussi beaucoup essoufflée. Et par exemple, un jour, voilà, j'étais en bagnole et puis je m'arrête devant chez moi, puis je me dis, voilà, je vais monter mes 2 étages vite fait chez moi, je vais récupérer un truc et puis après je redescends vite. Mais le truc, c'est que j'ai monté mes 2 étages. Le moment où j'ai ouvert la porte d'entrée de chez moi, je me suis mis direct sur le canapé parce que je voyais tout blanc et j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, tiens, je sais pas, je dois être fatiguée. Donc j'ai bouffé un sucre pour me dire peut-être, voilà, j'ai pas bien mangé ou quoi que ce soit, je suis peut-être en hypoglycémie, donc, mais bon, ça. Je voyais que ça avait rien changé de spécial, donc ouais, là, je commençais à m'inquiéter et à consulter mon médecin traitant. Donc voilà, j'ai été le voir et là, par contre, il m'a gavé de Dafalgan. Alors, une petite chose pour les médecins traitants, qui d'ailleurs, j'ai changé de médecin traitant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que soit vous allez voir votre médecin et que vous voyez au bout de plusieurs semaines, même des mois de traitement, de dafalgan, de machin, là, des trucs voilà, qui soignent pas clairement, parce que ça masque la douleur et dès que j'avais plus l'effet des médicaments, bah, ça revenait, hein, clairement. La fatigue, les douleurs du corps et tout. Si vous voyez au bout de des mois que vous n'avez pas d'amélioration et que votre médecin il se bouge pas le cul à vous envoyer voir d'autres docteurs pour voir ce que vous avez, changez de docteur. Un deuxième avis médical, mais franchement, mais c'est mieux quoi. Parce que des fois, on a un docteur, il nous connaît un peu trop, voilà, il nous prend pas au sérieux, il pense que voilà, on n'a pas envie de bosser, qu'on est devenu feignant, qu'on veut des vacances, voilà, parce que je suis tombée malade en plein été, donc je sais pas. Peut-être il pensait que voilà, je voulais pas aller bosser, mais j'étais en pleine évolution de carrière, bah, tout allait bien dans ma vie. Pourtant, je lui ai bien redit, mais je sais pas, c'était un idiot hein, apparemment. Donc au bout d'un moment, je voyais que rien ne se faisait, donc j'ai décidé d'aller voir ma rhumatologue parce que j'avais un autre symptôme qui s'était mis, c'était un gros mal d'épaule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans de ça, à la gym, je m'étais fait une subluxation de l'épaule et depuis 10 ans, bah, j'ai tout le temps mal en fait, hein. Et voilà, et puis j'avais par habitude que d'aller voir des docteurs, voilà, et puis un ostéopathe il me faisait craquer, et puis après voilà, c'est bon, ça repartait pour un an. Mais là, j'avais déjà été voir 2 ostéopathes et j'avais toujours autant mal, et je me suis dit putain, mais c'est pas possible quoi, et je sais pas ce que j'ai quoi. Vraiment une douleur insupportable, hein. Alors que j'avais rien fait de spécial quoi, j'avais même pas porté de charge lourde ou quoi que ce soit, hein. J'avais mal, je comprenais pas. Donc voilà, j'ai décidé d'aller voir ma rhumatologue qui elle m'a fait une infiltration à l'épaule. Donc les piqûres ont commencé. Alors j'étais pas censée savoir que ça allait être les premières d'une longue série. Parce qu'il faut savoir par la suite que j'avais 60 piqûres par mois entre les anticoagulants, les prises de sang, les piqûres pour booster les défenses immunitaires, les piqûres pour protéger mes ovaires, parce que oui, les chimios ça peut rendre stérile, donc il faut les mettre au repos et les protéger. C'était une soixantaine de piqûres par mois, sans vous mentir quoi. Moi qui déteste les piqûres, là j'en ai bouffé une bonne collection quoi. Donc voilà. Donc j'en reviens à ma rhumatologue. Donc voilà, elle m'a fait une infiltration, donc je voyais qu'il y avait un peu de mieux, mais c'était pas encore ça quoi. Je voyais que j'avais encore mal, puis cette fatigue elle était vraiment insupportable quoi. J'étais vraiment crevée, je comprenais pas trop ce qu'il y avait.
Mais voilà, donc elle a décidé en fait de me faire passer une IRM de l'épaule pour voir l'intérieur de l'épaule, parce qu'elle voulait se rassurer, quoi, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai pris rendez-vous à l'hôpital. Donc j'ai passé mon IRM, mais l'IRM, il n'y avait pas de médecin, donc j'ai pas pu savoir tout de suite ce que j'avais, donc il fallait que j'attende 2 jours les résultats sur internet pour savoir ce que j'avais, hein. Donc voilà, donc 2 jours plus tard, je consulte mes résultats sur le net et là je vois marqué thrombose veineuse. Donc thrombose veineuse, c'est un mot que j'avais jamais entendu de ma vie. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce machin là. Donc Google est mon ami. Je vais voir sur Google. Tout le temps on me dit ouais faut pas aller voir sur Google parce que des fois tu cherches un petit truc et lui il t'annonce le cancer, les trucs de ouf. Depuis le début que j'ai été malade, j'ai toujours regardé sur Google. Il m'a toujours dit la vérité, clairement. Voilà. Il s'est jamais trompé. Donc d'un côté, je savais en avance ce que j'avais, mais je voulais me dire, ouais, peut-être il se trompe, voilà. Donc voilà, j'avais des thromboses, j'avais les veines bouchées en fait dans le bras, donc d'où voilà, mon bras qui gonflait, voilà, que les veines sont sorties et tout, et mes douleurs d'épaule. Voilà, je comprenais un peu mieux pourquoi quoi j'avais mal. Donc là, elle a décidé de me faire passer un Doppler. Donc j'ai été voir mon médecin, donc il m'a fait faire un Doppler. Donc le Doppler, ça sert à voir à l'intérieur des veines en fait, tout simplement. Elles sont grossies comme ça, de cette taille, et puis à l'intérieur, vous voyez des ronds. Moi j'ai vu plein de ronds partout, donc je lui demande ce que c'est ces ronds là. Il me dit bah c'est des cailloux de sang en fait. Donc c'est simple, j'avais les veines toutes bouchées. J'étais clairement bouchée de partout. Donc ce qu'il faut voir, c'est que j'avais les veines bouchées là, ici et au cou. Vous pouvez voir encore, hein, j'ai encore les veines qui sont encore apparentes, hein. Un peu moins là, mais ici, ouais, elles se voient bien. Mais bon, ça va partir, on m'a dit. Faut laisser le temps, quoi. Donc j'étais bouchée de partout du côté gauche, que le côté gauche. Je trouvais ça bizarre, mais donc là je me mets à pleurer parce que j'ai flippé. Alors que le docteur il disait ah mais j'ai jamais vu ça, t'es un cas d'école. Lui il était comme un dingue et moi j'étais au bout de ma vie quoi. Donc à ce moment-là, lui, il savait ce que j'avais, mais il me l'a pas dit, il me l'a dit après, quand j'étais faire mes Doppler de contrôle. Il m'a dit par la suite que il savait ce que j'avais, mais qu'il voulait pas me le dire parce qu'il m'avait vu déjà en pleurs et vraiment pas bien. Donc il m'a dit voilà, j'ai pas préféré te le dire, j'ai préféré faire les examens qui allaient nous dire ce que t'avais, mais voilà, je voulais pas te faire peur vraiment avant. Donc il m'a appris aussi par la suite que voilà, je suis pas passée loin de la mort parce que j'aurais pu faire une crise cardiaque, voilà, un caillou qui se déplace, un AVC ou quoi que ce soit, voilà. Il m'en a jamais parlé, hein, je l'ai su après, voilà. Il m'a dit que voilà, j'aurais pu en mourir de ça en fait, clairement. Euh, Super. Je remercie Dieu hein, parce que voilà, je suis pas passée loin. Mais bon, c'est vrai qu'on réalise pas trop parce que c'est vrai quand on te dit pas les dangers de ce que t'as, ben voilà, tu te poses pas les mêmes questions que quand on te dit voilà tu vas mourir, il faut faire attention, faut pas te faire d'efforts, faut pas apporter des trucs, faut pas voilà, moi on m'a pas mis en garde donc voilà ça m'a pas plus inquiété que ça. Donc par la suite, comme je l'avais expliqué qu'en montant les 2 étages de chez moi et que j'ai failli tomber dans les pommes parce que j'étais clairement essoufflée, il m'a dit tu fais peut-être une embolie pulmonaire, donc t'as peut-être un caillou qui lui bouchait dans le poumon quoi, et ouais ça peut être mortel. Ça par contre il m'avait dit que ça pouvait être mortel et qu'il fallait vite soigner ça, qu'il fallait vite vraiment faire tous les examens qu'il fallait faire. Donc j'ai été faire mon scanner thoracique, donc là j'étais accompagnée de ma mère. Et là, il y a un jeune interne, un docteur, là, voilà, il nous fait rentrer dans une salle où il y a plein d'écrans. Et là, il nous dit que voilà, il voit pas d'embolie pulmonaire, donc pour lui, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Donc là, j'étais toute contente, j'étais toute refaite. J'ai dit bon, bah tant mieux, impeccable, voilà, je vais pas mourir, je suis contente. Mais là, il me met un stop tout de suite et il me dit mais on a trouvé autre chose. Là, je regarde ma mère et je dis, mais il y a quoi? Et puis là, il me montre l'image, donc je vais vous la mettre en même temps, hein. Donc moi, je regarde en bas, c'est parce qu'en fait, j'ai mon iPad, donc en même temps, je me confie à vous. Et vous, je vous la mets à côté de la vidéo, là, sur l'écran. Donc voilà, donc là, il me dit, il y a une masse de 11 cm. Là, clairement, je me prends une grosse claque, hein, parce que là, jusqu'à maintenant, Google il m'avait dit, voilà, risque de cancer, risque de machin, nanani, nanana. Là, voilà, je réalise que dans ma tête, pour moi, c'est un cancer. Donc là, je regarde le docteur et je lui dis, bah, c'est un cancer, quoi.
Donc lui il me dit que voilà, il n'est pas médecin, il est spécialisé juste dans les images, mais voilà, il n'est pas docteur. Et il m'a dit demain, je vous obtiens un rendez-vous dès la première heure, voilà, pour aller dans le service où lequel voilà, je suis orientée. Donc voilà, donc il me fait un petit papier et tout, et je repars avec mes petits souvenirs d'images de ma masse. Et puis le truc pas cool, quoi, c'est qu'ils m'ont laissé cogiter toute la nuit. J'aurais apprécié voir un médecin et qui me dit clairement, voilà, t'as un cancer, voilà, c'est ça. Parce que je vous dis pas que toute la nuit, quand vous pensez à ça, donc vous savez que vous avez les veines bouchées, que vous avez une masque, voilà. Mais vous savez, je savais que c'était un cancer, même avant que je passe mon scanner. Mais voilà, il y a toujours un côté de toi où on se dit, ouais, c'est pas grave, parce que voilà, ça arrive aux autres, ça arrive pas à nous, ça, voilà. Mais voilà, je savais que c'était grave et que voilà, il fallait que j'encaisse vraiment une mauvaise nouvelle qui allait venir le lendemain. Donc voilà. Donc le lendemain, je me rends au service hématologique de Lyon Sud. Donc je vais accompagnée de ma mère. Donc là-bas, on est accueilli par un médecin super sympa, franchement, super doux, voilà, un médecin sympa. Enfin, pour moi, il paraissait super cool. Et donc il commence par m'ausculter, donc voilà, il m'ausculte et puis je vois qu'il commence à me regarder un peu de partout, donc je comprenais pas trop en fait, sous les bras, dans le dos, dans le ventre, enfin voilà. Et je voyais qu'il essayait de chercher quelque chose, alors, et puis des fois il bloquait sur un truc, alors je me disais mais je dis il y a quelque chose qui va pas, il me dit non non, c'est rien, je vous examine. Bon, d'accord, il m'examine. Donc ensuite, il me demande de me rhabiller, puis de venir m'asseoir pour discuter un peu. Donc voilà, je me rhabille. Et puis là, voilà, il m'annonce que j'ai un lymphome. Donc là, je lui dis, bah, c'est un cancer. Il me dit, oui, voilà, un lymphome, c'est un cancer. C'est un cancer lymphatique, voilà, c'est un cancer un petit peu du sang, mais sans être voilà, une leucémie ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un système des glandes. Voilà, il faut savoir que le système lymphatique, ça fait partie un petit peu des défenses immunitaires. Donc voilà, en fait, c'est une glande qui a grossi, qui est devenue une masse en fait au fil des années. Et voilà, donc on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça soigne que par chimio. Il n'y a pas de traitement. Voilà, il suffit pas d'opérer ou quoi que ce soit. Voilà, ça sert à rien. Parce que moi au début je me suis dit ça y est, ils vont m'ouvrir à cœur ouvert, là ils vont me charcuter, hop, ils vont jeter, ils vont refermer. Et non, en fait ils m'ont expliqué que ça servait à rien, ça soigne que par chimio, voilà, on n'a pas besoin d'ouvrir ou quoi que ce soit, voilà. Donc là, la première chose à laquelle je pense, c'est mes cheveux. Je pense même pas à lui poser la question est-ce que je vais mourir ou pas, hein. Voilà, la question que je lui pose c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux, parce que il m'a parlé de chimio, de radiothérapie. Donc j'ai eu les chimios, mais j'ai pas eu de radiothérapie. Voilà, j'en ai pas eu besoin. Les chimios ont très bien marché, donc voilà, il n'y a pas eu besoin de faire de la radiothérapie. Mais voilà, je lui ai posé la question, donc il m'a dit clairement oui, tu vas perdre tes cheveux. Les chimios, ça fait perdre des cheveux, ça fait perdre aussi les sourcils, les cils. Fort heureusement, j'ai pas perdu mes cils, mes sourcils. J'ai perdu un peu des cils, mais pas mes sourcils. J'en ai perdu une partie, mais vraiment, voilà, j'ai pas fini sans sourcils, heureusement. Mais là, je me suis effondrée quand il m'a annoncé ça. Donc la deuxième question que je vais poser, c'est est-ce que je vais en mourir? Est-ce que ça soigne? Parce que clairement, si ça soignait pas, voilà, je prenais même pas la peine de faire des chimios, quoi. Voilà, je me faisais un grand voyage et puis je profitais de mes derniers instants et puis je revenais en France pour mourir. Voilà, c'était mon dernier souhait, on va dire. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a l'image des chimios, des gens qui souffrent avant de mourir. Et voilà, moi aussi c'était vraiment un truc qui se soignait pas. Je voulais vraiment kiffer les derniers instants et mourir tranquillement après. Mais il m'a vite fait redescendre, il m'a vite calmé. Et il m'a dit non, non, mais ça soigne. En plus, quand on est jeune, voilà, on supporte bien les chimios, on n'en meurt pas. Donc voilà, redescends, il m'a dit calme-toi. Bon, bah je me calme, tant pis, je ferai mon voyage plus tard. Et puis voilà, donc il m'a dit que je devais faire une biopsie en fait de ma masse. Il fallait qu'on prélève le noyau de la masse en fait pour voir quel type de cancer j'avais et surtout pour savoir le nom. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y en a plusieurs de cancers lymphatiques et plusieurs stades. Donc voilà, il m'a dit je te laisse un jour pour te remettre et le lendemain je te prends rendez-vous direct à Bron et puis on te fait une biopsie direct le matin. Voilà. Donc voilà, fallait que j'encaisse, que je venais d'apprendre que j'avais un cancer.
J'avais un jour pour l'annoncer à mon entourage et à ma famille. Et après, il fallait que je me mette en mode combat. Voilà, vraiment, ça s'est tout accéléré. Ma vie, elle a changé du jour au lendemain. C'est un truc de fou, quoi. Vraiment, là, j'ai choqué tout le monde. Je me suis choquée moi-même d'abord. Après, j'ai choqué tout le monde. Mais le truc génial, quoi, c'est que j'ai eu du soutien tout de suite, quoi. Tout le monde était là pour moi. C'est vraiment quelque chose qui touche, ça, hein, parce que j'ai pas l'habitude de montrer mes sentiments en général, mais là, voilà, j'ai beaucoup été touchée par tout cet amour, quoi. C'est un truc de dingue, quoi, hein. D'ailleurs, je vous en remercie, hein, parce que vraiment, j'ai pas l'habitude de dire que j'aime les gens, mais vraiment, je vous aime fort. Et on m'a dit, voilà, faut être bien entouré, et que c'était plus de 50% de guérison, vraiment, le moral, quoi. Il fallait vraiment que je garde le moral, parce que j'allais être dans un sale état, et qu'il fallait, quoi qu'il arrive, que je garde la tête haute, quoi. Et vraiment, il fallait que je sois bien entourée, et voilà, que les gens qui étaient pas assez forts mentalement pour me suivre, clairement, eux, je les ai mis de côté. Voilà, parce que je voulais des gens, voilà, qui soient là pour moi, qui m'entourent. Voilà, quand j'étais vraiment au fond du gouffre, d'ailleurs, le jour où j'ai perdu mes cheveux, voilà, il fallait vraiment que j'ai des gens qui me remontent un peu, quoi. Voilà, je voulais vraiment, voilà, garder le moral, avoir le dessus sur cette maladie. Et voilà, donc les gens qui n'avaient pas trop le moral, voilà, je me suis éloignée d'eux. Mais ceux qui étaient là pour moi, c'était une équipe de guerriers, c'était des guerriers de l'ombre. Donc voilà. Donc j'ai eu un jour, donc voilà, j'ai prévenu toute ma famille, tous mes amis, mon entourage et tout, même les gens que voilà, j'ai pas vu depuis des années, que je tiens beaucoup à eux. Voilà, je leur ai dit, j'aurais expliqué, voilà, ce qui m'arrivait. Et voilà, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, voilà, je vous ai partagé un petit peu mon combat, une partie, on va dire, pas tout. Voilà, les bons et les mauvais moments, mais bon, j'ai plus fait de l'écrit que mis des photos. Les photos plus intimes et plus choquantes, je vais vous les présenter dans ma story time. Voilà, vous allez voir vraiment l'envers du décor de la maladie sur moi. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je vais parler vraiment à vous. Je vais me confier sur les symptômes, voilà, les conséquences des chimios, voilà, sur moi. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, j'espère vraiment ne pas vous choquer. J'espère, voilà, j'espère, parce que je sais que je vais vous choquer quand même, parce que moi-même, quand je revois à chaque fois ces photos, ça me fout le cafard, hein. Clairement, je repense à ça, je me revois malade, je me revois dans un sale état. Donc voilà, c'est pas vraiment des photos que j'apprécie, hein, mais bon, c'est une partie de moi. Voilà, ces photos, je les garde. Voilà, quand j'ai un coup de mou, je les regarde, je me dis là, voilà, là, t'avais le droit d'être mal, mais maintenant, j'ai plus le droit d'être mal. Voilà, faut que je garde le moral quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc je vais vous montrer à partir de maintenant mon combat. Voilà, je vais me confier à vous en même temps. Allez, c'est parti. La première anecdote que je vais vous parler, c'est quand j'ai fait ma biopsie. Donc, je vais vous mettre une image. Vous voyez en pyjama bleu, voilà, on voit pas, j'avais des chaussons blancs aussi. Donc, vous voyez, j'ai le sourire, je suis en mode combat, je suis détendue, voilà, j'étais même pas stressée, j'avais qu'une hâte, c'est que voilà, on prélève vraiment un bout de cette merde, voilà, pour savoir la gravité de la chose. Et puis, comme ça, plus vite on avait la chose analysée, et puis plus vite on savait ce que c'était, et plus vite on attaquait les chimios. Donc là, en fait, il y a une petite anecdote avec cette vidéo, avec cette photo, pardon. Je voulais pas aller au bloc sur un brancard, tout simplement parce que dans ma tête, j'étais pas malade. Voilà, je voulais avoir le dessus sur la maladie, voilà, dès le départ. C'est moi qui commande, c'est moi qui gère le truc, quoi, voilà. Malgré que j'étais fatiguée, j'étais grave palote, en plus ça se voit. Mais voilà, je voulais avoir le dessus sur cette merde. Et j'attrape une infirmière et puis je lui demande s'il y a moyen d'aller au bloc à pied. Parce que j'avais pas trop envie d'y aller sur un brancard, parce que voilà, j'avais le moral, et puis je pense que ça m'aurait enlevé du stress. Voilà, d'y aller à pied, c'est mieux, on papote tranquillement avec l'infirmière, et voilà. Donc elle était surprise parce que elle m'a dit que c'est la première fois qu'on lui demandait ça.
Donc elle était contente, hein, elle m'a dit il n'y a pas de souci, je te ramène un pyjama bleu avec des chaussons blancs et on y va toutes les deux au bloc, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. D'ailleurs c'est la première fois qu'on le fait, donc il n'y a pas de souci. Donc elle me ramène un pyjama bleu, donc voilà, juste avant de le mettre, on prend une douche de bétadine, donc voilà, pour se désinfecter la peau, pour éviter les infections. Donc voilà, donc j'étais en mode warrior déjà. Dès le début de la biopsie, j'avais même pas commencé que j'étais déjà à fond dedans, hein. Vous voyez, j'avais grave le moral, hein. Donc voilà, donc j'ai fait ma biopsie, tout s'est bien passé. J'ai dû rester à peu près 2 heures, 3 heures, je m'en rappelle plus. Voilà, ça s'est bien passé et ils m'ont dit que voilà, ils avaient pris tout ce qu'ils avaient besoin, que c'était bon, qu'il n'y avait pas besoin de refaire encore une biopsie, parce qu'il y en a des fois ils n'arrivent pas à prendre le noyau de la masse. Mais là, ils m'ont dit il y a un P-card, on a tout pris, il n'y a pas de souci à avoir. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire les labos, voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à la patience à prendre en compte et puis attendre des résultats. Donc là, je vous mets une photo de la biopsie qu'on m'a fait. Donc la cicatrice, elle est au niveau du sein droit, voilà, parce que la masse, il faut savoir qu'elle était au milieu. Donc ils m'ont fait la biopsie, voilà, au niveau du thorax, hein. Ils sont passés entre deux côtes, donc ouais, ça fait bien mal, hein. Je pensais pas avoir mal comme ça, mais ouais, ça fait bien mal parce qu'ils ont coupé le muscle et tout, ils sont passés entre les côtes, enfin c'est bien dégueulasse. Et aussi, ils ont pensé juste avant que j'aille au bloc, il y a le docteur qui est venu me voir et elle m'a dit que ils allaient me faire une ponction osseuse en fait, parce qu'il faut savoir que les cancers lymphatiques, c'est les cancers du sang en fait. Et le sang, il y en a de partout, donc il faut les voir dans la moelle épinière si j'avais pas des cellules cancéreuses. Donc voilà, ils m'ont fait une ponction osseuse pendant que je dormais, heureusement, parce que sinon ils font sous anesthésie locale. Je pense que tu chantes bien, parce qu'on t'enfonce une aiguille dans l'os. Tu dois bien cuiner à mon avis, et là voilà, j'étais contente parce qu'ils avaient pensé à le faire. Donc voilà, j'ai eu un petit point de suture au niveau de la hanche, l'os de la hanche, mais voilà, sans. J'ai même pas eu mal, hein. Franchement, j'ai rien senti. Même après, dans les jours qu'on suivi, j'ai rien senti. Donc par la suite, j'ai passé la nuit là-bas et le lendemain matin, on m'a transféré à Lyon Sud où j'allais rester hospitalisée plusieurs jours parce que j'ai eu des petites galères. Mais entre-temps, on m'a fait passer un PET scan. Donc un PET scan, en fait, ça consiste à voir en fait les autres glandes cancéreuses, parce que moi, c'est pas des métastases, c'est des glandes en fait. Pour voir s'il n'y avait pas d'autres glandes ailleurs, en fait, au niveau du cou, du cerveau, ou dans l'abdomen, ou ailleurs dans le thorax, on ne sait pas. Donc voilà, donc j'ai fait un PET scan, donc je vous mets les images. Voilà, donc j'ai eu une infirmière super sympa, donc cette image je l'ai prise avec mon appareil photo, parce qu'il faut savoir qu'à Lyon Sud ils font plus de papier, donc c'est que de l'informatique. Et voilà, j'ai pu prendre en photo mon premier PET scan. C'est con parce que j'aurais voulu vous montrer un petit peu, voilà, au fur et à mesure du temps et des chimios, voilà, la diminution du cancer, mais voilà, j'ai pas pu et c'est la galère pour avoir les images, donc voilà. Donc là, je vais vous décrire un petit peu cette image. Donc là, c'est moi au PET scan. Donc voilà, donc le PET scan, en fait, d'abord je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Le PET scan, en fait, ça consiste à, voilà, à voir les cellules cancéreuses qu'on a en soi. Mais avant, pendant 1 heure, voilà, on t'injecte un produit radioactif, voilà, qui se fixera aux cellules cancéreuses justement après l'imagerie. Comme vous voyez en noir, après on voit bien où il y a du cancer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon cerveau, il fixe noir, mais il n'y a pas de cancer, hein. C'est tout simplement un produit qui fixe, voilà. Il fixe sur les organes du cerveau, de la thyroïde. Là, on voit 2 boules, voilà, c'est la thyroïde. En bas, on voit 2 grosses taches, c'est les reins. Et en dessous, c'est la vessie, voilà. Ce qu'on voit le plus, c'est voilà, la masse que j'avais au niveau du thorax. Et au niveau du cou aussi, j'étais pleine de glandes, quoi, voilà, j'étais pleine de cancer, donc d'où un petit peu la gêne, voilà, d'étranglement que j'avais tout le temps, voilà, ça venait des glandes, en fait, j'étais pleine de cancer de partout, donc voilà. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, je comprends pourquoi j'étais pas bien et que j'étais autant fatiguée, franchement, ouais, c'est par la suite que tu te rends compte des choses. Donc voilà, j'ai été hospitalisée pendant un petit moment. Entre temps, je suis sortie de l'hôpital et là, on m'a dit qu'il fallait que je me fasse poser un PICC line. Donc, je vous mets l'image. Un PICC line, qu'est-ce que c'est? C'est un gros cathéter en fait, voilà, que tu gardes tout le long de ton traitement. C'est par là qu'on va te faire tes chimios, tes prises de sang.
pour éviter qu'on te pique tout le temps les veines, voilà, que tu aies les veines éclatées ou que tu aies les veines pleines de bleu. Donc voilà, donc on te pose un cathéter que tu gardes voilà, dans ton bras. On me l'a mis dans le bras, donc là en fait, là j'ai le souvenir du PICC line, voilà. Mais je l'avais au bras gauche parce que au bras droit parce que le bras gauche était totalement bouché, donc voilà, je pouvais pas mettre de cathéter ici, parce qu'il faut savoir que le cathéter, quand ils te le mettent, il va jusqu'à la veine cave du cœur. Donc en fait, on a un fil qui passe dans la grosse veine et qui va jusqu'au cœur en fait. Donc quand t'es bouché, on peut pas on peut pas mettre de cathéter. Je crois qu'il mesurait 34 cm. Ouais, du point là à jusqu'au cœur, ça faisait 34 cm. C'était balèze, hein. Donc voilà, donc quand on me l'a sorti, ouais, je l'ai bien vu à la fin. On m'a sorti un grand fil, on aurait dit une grande spaghetti. C'était assez dégueulasse, mais bon. Donc voilà, donc il m'a bien servi. Donc voilà, la seule précaution qu'il fallait que j'ai, c'est de pas que je chope d'infection, parce que si je faisais une infection, il fallait qu'il me le retire. Et voilà, j'allais perdre du temps dans mon traitement. Et puis voilà, donc j'ai bien fait attention. Quand je prenais ma douche, voilà, je me mettais du film alimentaire transparent. Et voilà, je faisais en sorte de ne pas mouiller le bras, je me lavais le bras au gant. Et puis voilà. Voilà, c'est un peu le truc chiant quoi, que tu as avant de commencer tes traitements quoi. Mais sur ça, il y a une petite anecdote sur PICC line. Alors quand on te le pose, donc on te met les chemises bien dégueu de l'hôpital, là, les trucs tout moches là. Donc voilà, on te fait habiller comme ça et ensuite on te met dans une salle, une sorte de bloc opératoire, hein. Mais c'est sous anesthésie locale qu'on te le met. Et là, il y a un médecin qui me demande qu'est-ce que j'écoute dans la vie, voilà, comme musique, qu'est-ce que j'aime bien écouter. Donc moi, je lui explique que je suis une grande fan de Michael Jackson. Voilà, ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, j'adore Michael Jackson. Et il me dit ah bah c'est bien, ça change et tout. Je comprenais pas tout de suite pourquoi il m'avait posé cette question. Donc je lui demande pourquoi. Et là, il m'explique en fait que eux, ils bossent en musique en fait. Donc ouais, je trouvais ça plutôt cool. Mais moi je pensais qu'il allait mettre un petit fond voilà, de musique pour me détendre, mais non en fait il a mis super fort. Il a mis mais vraiment fort, quand je vous mens pas, mais vraiment fort quoi. Limite je les entendais même pas parler quoi. Moi ça me dérangeait pas parce que voilà c'était de la musique que j'aimais bien, donc voilà j'étais contente, ça m'a détendue on va dire. Donc voilà, donc en fait on t'allonge sur un brancard et là voilà on te met une charlotte et un masque et on te fait tendre le bras comme ça. Donc là, ils te mettent un champ bleu et tu vois rien du tout. Tu vois pas, et là, t'as un médecin, en fait, il est en train de t'anesthésier le bras, et puis voilà, et puis il danse en même temps, et puis hop, il te met le cathéter voilà, dans le bras, et puis ça dure 10-15 minutes, ça dure pas très longtemps, mais franchement, j'ai rien senti, j'en garde vraiment un bon souvenir de ce truc, c'était sympa. Franchement, j'avais bien kiffé même. Donc voilà, c'est la petite anecdote du PICC line. Et puis voilà, donc par la suite, j'avais vu une infirmière aussi qui m'avait conseillé de me couper les cheveux à la coupe garçonne. J'étais pas très chaude, mais bon, elle m'a dit, vu que ça, c'est le truc qui te stresse le plus quoi, dans ton traitement, elle m'a conseillé de me couper en fait pour avoir un choc divisé en deux, en fait, un peu moins de choc. Donc j'ai suivi ses conseils, j'ai pris rendez-vous avec ma coiffeuse et je me suis fait une coupe garçonne, mais garçonne un peu féminin parce que voilà, garçonne on va dire c'est plus la coupe que j'ai maintenant. Là on est à 4 mois après mon traitement, mais voilà, là c'est plus garçon là ce que j'ai. Je vous mets les photos. Là voilà, j'ai coupé court. Clairement quand je suis rentrée du coiffeur, je me suis mise à pleurer. Je déteste les cheveux courts, hein. Même maintenant, hein, je rigole chez ma belle et tout, mais je déteste, franchement. J'adorais mes cheveux longs, j'en ai pris soin. Voilà, j'ai mis du pognon dans mes cheveux. J'en ai mis du pognon, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc voilà, donc j'avais coupé un peu mes cheveux, mais c'est vrai que sur le dessus, j'avais gardé un petit peu de longueur parce que, voilà, je voulais quand même garder un peu ce plaisir de lisser un peu les dernières mèches qui allaient me rester sur la tête. Voilà, j'ai pas gardé longtemps mes cheveux. Après ça, ils ont dû rester quinzaine de jours, je crois, même pas. Après, je les ai coupés, hein. Enfin, j'étais obligée de les raser. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote de mes cheveux.
avant que je perde mes cheveux, j'avais le stress, c'était de ne pas avoir de perruque en fait. Et il fallait à tout prix que j'ai ma perruque avant que je me rase la tête. Donc c'était vraiment le truc qui me stressait le plus. Alors je suis allée en ville. En ville, il y avait un magasin en fait de prothèses capillaires qui était spécialisé dans les gens, pour les gens en fait qui allaient avoir des cancers. Donc je suis allée là-bas et on est accueillis par une dame super sympa et j'étais accompagnée de ma mère et de mon frère. Donc là ils nous mettent dans une salle, un box en fait, on est isolés de tous, donc on est dans l'intimité. Et donc je lui explique un petit peu le type de perruque que je souhaite mettre. Et voilà, donc j'ai pas voulu oser du blond, du rose, du bleu comme certains m'ont proposé de faire. Non, je voulais rester discrète, comme je vous ai expliqué, j'ai peur du jugement des gens, donc voilà. Je suis restée vraiment simple. J'ai pris vraiment au plus proche de la couleur de mes cheveux. D'ailleurs, j'ai une photo où j'ai essayé ma perruque. D'ailleurs, j'ai pris celle-ci. Donc voilà, donc j'ai pris à peu près pareil que ce que j'avais. Elle était un peu plus longue, mais c'est bien parce que la dame qui vendait les perruques était coiffeuse, donc elle a pu me faire les retouches directement. Voilà, donc à la longueur que je voulais, à peu près mi-long, voilà, comme je les avais. Et voilà, en fait, voilà, j'étais rassurée d'avoir ma perruque avant parce que voilà, c'était vraiment le truc qui me stressait grave. Donc ouais, je voulais vraiment avoir ma perruque avant de perdre mes cheveux parce que voilà, parce que c'était question de morale en fait, tout simplement. Parce que voilà, j'avais des turbans, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais voilà, fallait vraiment que je passe incognito dans la rue, que personne me juge. Et voilà, je voulais rester discrète. C'est vrai qu'il y a des personnes que j'ai croisées et qui se baladaient vraiment chauves voilà, dans la rue, quoi. Ces gens-là sont vraiment d'un moral, mais une force de morale, mais impressionnant, quoi. Franchement, se balader chauve dans les couloirs de l'hôpital ou même dans la rue, oh, mais moi, c'était même pas pensable, quoi. Mais impossible, ah, impossible. Ah ouais, non, 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 non. Même si j'avais vraiment plusieurs personnes qui m'encourageaient chaque jour, c'était vraiment impossible. Les gens d'une force de caractère comme ça, moi c'était impossible, hein. Franchement, vraiment impossible. Donc voilà, donc ça c'était vraiment avant que j'attaque mes cheveux. À partir de ce moment de la vidéo, c'est là où je vais rentrer dans le début de mes traitements et sur les effets du cancer sur moi. Donc voilà, donc je vous préviens, il y a des images qui vont être très choquantes. Il n'y a personne qui les a vues dans mon entourage. À part vraiment des personnes vraiment de confiance, et encore je les ai montrées, je leur ai même pas envoyé, quoi, pour vous dire que voilà, ils peuvent pas revoir les photos. Donc là, les images qui vont suivre, voilà, je vous préviens, franchement c'est choquant. Pour ceux qui regardent la vidéo avec leurs enfants, voilà, arrêtez de faire regarder à partir de ce moment-là les enfants. Parce que voilà, c'est des images qui choquent, voilà, ils n'ont pas à voir une personne malade, voilà, ils sont jeunes, voilà, ils ont toute la vie devant eux. Donc voilà, donc c'est pour éviter vraiment de choquer les enfants, voilà. Et pour vous, voilà, qui me connaissez ou qui ne me connaissez pas, voilà, je vous préviens, les images qui vont suivre, c'est chaud, surtout une particulièrement, celle-là clairement quand je la regarde, voilà, je me reconnais pas. Mais bon, voilà, c'est une histoire de ma vie, voilà, ça fait partie de moi et voilà, j'ai besoin de ces photos pour me confier à vous. En même temps, je vais les mettre. Donc voilà, donc c'est parti, voilà, soyez forts. 15 jours après avoir fait ma biopsie, donc j'ai un médecin qui vient me voir en début d'après-midi, donc il m'a dit ça y est, on a enfin les résultats. Donc le plus long c'est d'attendre les résultats, franchement, j'ai cru que jamais j'allais recevoir ces résultats. Donc voilà, donc il vient me voir, il me dit j'ai les résultats, ça y est, on sait le nom de ton cancer, on sait le stade de ton cancer, donc la gravité. Donc là, il m'annonce que j'ai un lymphome non-hodgkinien, donc je vous l'écrirai, vous inquiétez pas. C'est un nom barbare, même moi, au début, je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui non-hodgkinien, ouais d'accord, ok, si tu veux.
Et donc il m'annonce que j'ai un stade 4 sur 5, donc voilà, j'ai un cancer grave sévère en fait. Hein. J'ai pas le plus fort, mais il est au grade en dessous en fait. Mais voilà, donc eux ils sont plutôt confiants en fait quand on a des cancers agressifs comme le mien. C'est en fait ils se soignent super bien parce que voilà, ils ont une très bonne réaction avec les chimios, donc ils meurent assez vite. Et voilà, il y a plus de chances qu'ils ne reviennent pas, mais on m'a prévenu que le mien, voilà, il pouvait revenir, voilà. Donc malheureusement, voilà, j'ai pas eu celui qui se soigne très bien, voilà, qui ne revient jamais, mais j'ai celui qui peut revenir. Donc voilà, on fait tous les jours, voilà, on fait en sorte que voilà, pour pas qu'il revienne. Parce que voilà, il peut revenir, hein, donc voilà, je fais tout en sorte voilà, pour pas qu'il revienne. Mais voilà, donc là, j'avais un nom, j'avais un stade de gravité, donc ça y est, là j'étais partie. J'étais en mode guerrière, voilà. J'ai des photos d'ailleurs où j'étais bien en mode guerrière, hein, on peut voir. Voilà, fuck le cancer, donc là j'étais bien entourée, voilà, j'étais en mode warrior. Voilà, donc j'étais dans ma chambre et c'est parti. Donc j'avais commencé ma chimio en fin d'après-midi, le temps qu'ils me les fabriquent en fait, parce qu'il faut savoir que les chimios sont fabriqués dans un laboratoire à l'hôpital. Elles sont fabriquées le jour où tu passes la chimio, voilà, ils ne la font pas en avance parce que voilà, c'est une date de péremption très courte. Et il faut savoir que voilà, plus tôt elle est faite le jour même, au plus tôt de la dernière heure de fabrication, et voilà, et au mieux ça agit quoi, voilà. Donc il fallait vraiment préparer la chimio le jour voilà, où tu attaquais les chimios, donc voilà. Donc ma chimio a duré à peu près un peu plus de 6 heures si je me trompe pas. Donc voilà, donc c'est des gros traitements. J'ai quand même eu une grosse chimio, une chimio de 4, un protocole de 4 chimios j'ai eu. Donc voilà, hein, ce protocole il a duré 2 mois et 13 jours, donc ce qu'il a fallu pour tuer entièrement toutes cellules cancéreuses qu'il y avait en moi. Ça a été super rapide, mais vu que c'était des gros chimios, c'était long, hein, franchement pour moi c'était long. Mais sinon, voilà, donc ça a été vite. Donc les premiers jours que je faisais mes chimios, j'étais hospitalisée, voilà, il fallait me surveiller pour voir un petit peu les réactions que je pouvais avoir. Ça s'est plutôt bien passé. Et après, 5 jours après, je revenais pour finir ma cure de chimio. Voilà. Une cure de chimio se fait en 2 fois. Voilà. Au J1, j'attaquais ma chimio avec une hospitalisation et je revenais le J5, voilà, pour terminer à peu près 3 heures de chimio. 2h30, 3 heures de chimio à l'hôpital et ensuite je rentrais chez moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que au J1, voilà, quand je me faisais hospitaliser, je commençais ma chimio et j'avais le droit à une ponction lombaire. Alors les ponctions lombaires, c'est clairement un truc de dingue. Ça tue, ça fait grave mal. Et voilà, donc j'avais le droit à une ponction lombaire donc pour contrôler dans mon liquide céphalorachidien, donc le liquide qu'il y a dans la tête et dans la colonne, qui n'avait pas de cellules cancéreuses. Donc voilà, j'avais le droit à 4 ponctions lombaires. Et à chaque fois, il m'injectait donc un petit stylo à peu près de cette taille-là. En même temps, dans la ponction lombaire, il m'injectait un stylo en fait de chimio, voilà, pour éradiquer la moindre petite micro minuscule cellule cancéreuse. Quand ils analysaient le produit céphalorachidien, voilà, j'avais pas de cancer dans le produit, mais bon, c'était vraiment pour éviter au cas où ça pouvait revenir, voilà, parce que pour eux, quand le cancer revient, il revient par la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils préféraient, voilà, ça fait partie du protocole de chimio, donc voilà, j'avais le droit à ma petite ponction lombaire, donc clairement, les 2 premières fois, ça s'est assez bien passé. La première fois, elle s'est loupée, elle m'a repiqué 2 fois, mais bon, ça va, ça m'a pas traumatisé, ça m'a pas choqué. Mais la 3e fois, ils m'ont défoncé, ils m'ont tué, ils m'ont piqué en tout 4 fois. C'est-à-dire que l'interne a piqué 3 fois, elle n'a pas réussi, et voilà, à partir de 3 fois, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui te pique. Et là, elle a appelé le médecin, voilà, le médecin titulaire, qui elle m'a tué. Clairement, j'avais envie de l'insulter, mais bon, j'ai pris sur moi. Voilà, c'est pas l'envie de lui mettre une patate qui m'a manqué, mais bon, voilà. Ouais, je suis redescendue tout de suite et par contre là je lui ai dit c'est fini, maintenant vous me touchez plus.
Le truc que je voulais, voilà, je voulais pas qu'on me choque, je voulais pas qu'on me traumatise, et voilà, c'est ce qui s'était passé. Donc là, je leur ai dit c'est fini, maintenant on me touche plus. Voilà, j'avais même mon mollet qui s'était contracté quand elle avait mis l'aiguille dans ma colonne et qu'elle trifouillait comme ça. J'ai senti mon mollet se comprimer, donc ouais, je vous dis franchement, c'est un truc de dingue, hein. Donc par la suite, j'ai passé mes ponctions sous scopie. Donc sous scopie, c'est qu'en fait c'est comme une sorte de bloc opératoire, donc sans anesthésie, sans rien. En fait, on est allongé sur le côté en position de fœtus. Et là, tu as des docteurs en fait qui voient tes vertèbres, elles sont grossies de cette taille-là, sans mentir, c'est vraiment comme ça. Et là, ils peuvent voir l'intérieur des vertèbres tranquille, voilà, sans trifouiller pendant 3 heures. Voilà, là, ils y vont vraiment au millimètre par millimètre. Et au bout d'un moment, voilà, ils ont leur liquide, ils injectent la chimio, et puis voilà, c'est terminé. Ça dure 10-15 minutes, ça ne dure pas longtemps, c'est rapide. Et voilà, personne n'est traumatisé et tout va bien. Donc voilà, quand j'ai eu ce protocole, c'était vraiment les plus gros chimios que j'ai eu, et c'est cette période où j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'ai perdu mes cheveux le 14e jour après avoir commencé mes chimios. Donc, les jours qui précédaient avant, je commençais déjà à perdre mes cheveux. Donc quand je passais ma main dans mes cheveux, il y en avait une petite dizaine qui restait. Donc au début, je me disais ouais super, il n'y en a pas beaucoup, tant mieux. Chaque jour que j'avais mes cheveux, j'étais contente, j'en profitais, clairement j'en profitais tout le temps, hein. Et un jour, du moment où j'ai tenu ma mèche dans ma main et que j'ai commencé à tirer dessus, que la mèche est restée dans ma main, là je savais que ça allait être la merde, que voilà, ça allait pas tarder, fallait que je me rase la tête. On m'a dit, avant que tu perdes tes cheveux, j'allais avoir une douleur au niveau du cuir chevelu en fait. C'est comme si vous aviez une couette haute, serrée, mais très 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 serrée, vraiment au maximum que vous puissiez supporter. Vous ayez en fait cette couette serrée toute la journée. Alors, même la nuit, hein, vous devez appuyer, vous avez mal auprès au cuir chevelu, quoi. C'était vraiment une douleur. Et ça, on m'a dit que c'est vraiment ça, tu l'as vraiment un jour ou deux avant que tes cheveux tombent, quoi. Et on m'avait pas menti, quoi. Cette douleur, quand je l'ai eue, j'ai coupé mes cheveux 2 jours après. Donc le moment où j'ai eu la mèche qui reste dans mes mains, voilà, j'ai appelé mon père le matin, il était au boulot, et puis le soir je lui ai dit quand tu rentres, ça y est, c'est le moment, voilà, tu vas me raser la tête. Voilà, on en avait prévu, j'avais prévu de faire ça avec eux, avec mes parents, voilà, entre nous, voilà, je voulais pas que quelqu'un d'autre me coupe les cheveux, donc voilà. Donc ce soir-là, ça a été chaud, hein, je vous dis clairement, j'étais pas bien. Toute la journée, j'ai angoissé de ça, j'arrêtais pas déjà d'en pleurer, donc voilà. Donc je vais vous faire suivre les images, l'image qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce au début. Voilà, donc là, on voit clairement, voilà, j'avais rasé mes cheveux. On voit, si vous regardez bien, des petits points blancs. En fait, c'est voilà, c'est le bulbe en fait du cheveu qui est mort, hein, quasiment il n'y a plus de cheveux. Donc en fait, ça commence comme ça au début, et tout autour après, on a les cheveux, voilà, autour, on les voit, les petits points de cheveux, hein. Donc voilà, je vous mets une autre photo où au-dessus, voilà, on voit un peu mieux, voilà, que voilà, il y a des trous, et que on voit que voilà, on commence à voir le visage du cancer, clairement. Ce jour-là, je m'en rappelle, mon père il m'avait rasé la tête, j'étais derrière moi, en fait j'étais dos au miroir parce que je voulais pas me voir voilà, en train de me faire raser, mais j'avais ma mère en face de moi qui pleurait toutes ses larmes de son corps en me regardant en train de me faire raser la tête. Donc moi je dis arrête parce que ça va, là je vais bien, je me vois pas, donc mais elle n'arrivait pas à retenir ses larmes, quoi, c'est normal. Et voilà, du moment où mon père il a fini de me raser la tête, je me suis retournée et je me suis regardée dans le miroir, et là je me suis effondrée. Alors je suis passée par toutes les émotions, c'est bizarre parce que voilà, je me regarde, je me suis mis à pleurer, je me touche en même temps, voilà, je regarde mon crâne, voilà, ça fait bizarre, hein, quand vous avez la main qui touche votre peau, quoi, parce que d'habitude vous avez vos cheveux, donc voilà, ça vous gêne pas, mais là quand vous touchez votre crâne, votre peau, voilà, je rigolais, je pleurais, enfin c'était bizarre, quoi. Ça n'a pas duré longtemps parce que après voilà, je me suis mis en mode warrior, voilà, je suis retournée, voilà, c'est moi qui ai décidé de couper mes cheveux, voilà, j'ai dit j'attends pas. Il y a des personnes qui attendent,
Il y en a qui foutent des bonnets sur leur tête, voilà, et puis jusqu'au dernier cheveu, ils attendent que voilà, le dernier tombe tout seul. Non, moi je me suis dit c'est moi qui commande, c'est moi qui prends les devants, c'est moi qui coupe mes cheveux, voilà, c'est moi qui commande, voilà, j'ai pris les devants. Je voulais pas que le cancer ait le dessus sur moi en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça a été vraiment le moment que je redoutais le plus, clairement, voilà, et après j'avais même pris en photo ma touffe de cheveux par terre. Il y en a pas beaucoup, hein, parce que voilà, j'avais coupé mes cheveux, mais voilà, je voulais quand même prendre en photo. Je voulais garder le souvenir quoi, de mes cheveux. J'en ai même gardé un petit peu dans un petit sachet que j'ai fermé et que j'ai mis de côté. En fait, voilà, je voulais garder mes cheveux en souvenir. C'est débile, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, je voulais garder mes cheveux en souvenir. Voilà. Voilà, c'est là où j'ai commencé mon combat contre le cancer, clairement. C'est là où je me suis mis en mode warrior et que voilà, là j'étais vraiment au mental au plus haut, quoi. Voilà, j'étais repartie. Voilà, il y a même le lendemain où j'ai fait une photo, voilà, j'avais mis mon petit turban et j'avais le moral, j'avais le sourire, il n'y a pas de souci. J'avais bien pleuré, voilà, j'avais tout sorti. Mais voilà, j'étais bien, j'étais repartie pour mon combat, voilà, j'étais en mode warrior. C'est où les choses commencent à être un peu plus dures à gérer pour moi parce que la maladie prend le dessus et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à montrer que voilà, je prends les devants, c'est moi qui gère, mais là en fait la fatigue prend le dessus sur moi, je passe quasiment tout mon traitement à dormir. J'ai plus de force, que ce soit pour ouvrir une bouteille d'eau, c'est quasiment impossible pour moi, j'y arrive pas. Même ouvrir quelque chose dans un sachet en plastique, c'est pas possible parce que voilà, on a des problèmes de sensibilité dans les doigts, on a beaucoup de fourmis, on a mal aux ongles. D'ailleurs, je saigne souvent des ongles, je mettrai une photo aussi à côté. Il y a aussi le fait que voilà, mon crâne, j'ai plus de cheveux, il est blanc brillant. Je vais mettre des photos maintenant où j'étais au plus mal. J'étais vraiment au plus mal, quoi. Là, c'est vraiment les traitements me faisaient beaucoup de mal. Cette période-là, je sortais plus. Je restais chez moi, clairement. Je faisais chez moi, hôpital. Après, je rentrais chez moi, hôpital. Voilà, on recevait plus de personnes. On n'allait plus chez les gens parce que j'étais souvent en aplasie, donc il fallait que j'évite les personnes voilà, qui sont enrhumées ou qui sont malades parce que le moindre rhume, voilà, ça peut nous tuer. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de défense immunitaire. Donc voilà, pour éviter d'aller à l'hôpital pour faire des perfusions d'antibiotiques, voilà, j'évitais les gens, je mettais des masques, voilà, quand mes parents étaient malades, je mettais un masque, ou voilà. Donc là, la photo que je vais mettre, c'est celle que j'appréhende le plus, hein, clairement, même vous, d'être impatient de la voir, mais moi, celle-là, je la déteste. Parce que je me reconnais pas, c'est pas moi sur cette image, quoi, voilà, c'est pas moi. Donc voilà, je vous mets la première, on voit bien que voilà, mon crâne est blanc. Voilà, on peut apercevoir un peu qu'il reste un peu de cheveux, vraiment, c'est vraiment très peu, hein, parce que mon crâne est vraiment blanc. Là, voilà, j'en mets une autre où on voit vraiment que là, j'ai le visage boursouflé par la cortisone et les traitements. Voilà, je suis horrible sur cette photo, franchement, cette période, je suis restée chez moi, clairement. Voilà, il n'y a que mes parents et mon frère qui m'ont vu comme ça, mais sinon, personne m'a vu. Voilà, je publiais pas beaucoup sur Facebook, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment au bout de ma vie, j'avais mal, des douleurs au corps, des douleurs partout. Voilà, j'étais en souffrance, clairement. C'était vraiment. Ça, elle n'a pas duré longtemps cette période, mais voilà, elle m'a fait vraiment souffrir. J'ai vraiment douillé, là, j'ai vraiment ramassé. Et là, le cancer, voilà, il avait un visage, parce que là, franchement, c'est pas moi, là. Là, à chaque fois que je regarde cette image, voilà, je me dégoûte. Voilà, on a même du mal à différencier c'est vraiment une femme ou pas. Voilà, voilà, c'est vraiment. Je la déteste, cette image, franchement, je la déteste.
je me dégoûte. Celle-là aussi, là, c'est pareil, là. Je me regarde dans le miroir, enfin, je me reconnais pas, hein, franchement, c'est pas moi. Même les personnes qui me connaissent, là, tu me reconnais pas, clairement, c'est pas moi, voilà. Je suis pâle, je suis dégueulasse, franchement. Voilà, ça, c'est vraiment la période que je déteste, que vraiment je veux plus jamais revivre. C'est vraiment les pires choses que j'ai eues dans ma vie, c'est vraiment ça, quoi, cette période-là. Parce que avant, voilà, j'arrivais à gérer, j'avais un peu le dessus, mais voilà, c'est vraiment la période que je déteste, clairement. J'ai du mal à regarder. Je me retiens vraiment de pleurer quand je me vois, parce que là, c'est pas moi, quoi, voilà, c'est vraiment pas moi, quoi, voilà. Jamais de ma vie, voilà, je me serais imaginé avoir un cancer et avoir cette tête-là, hein, franchement. Et physiquement aussi, pas pouvoir m'accroupir. J'arrivais même plus à courir, pour vous dire. Une fois, j'ai essayé de courir, mais j'y arrivais pas, quoi. C'est dingue, hein. On redevient vraiment nourrisson. Et encore, quand je dis nourrisson, c'est vraiment qu'on a la force d'un nourrisson. On supporte pas le bruit, la lumière. C'est vraiment la période où voilà, il fallait vraiment parler doucement. Voilà, on entend très mal aussi. On a le goût qui change. Voilà, quand je buvais un jus de pomme, ça devenait de l'eau glacée. Clairement, j'avais plus le goût du jus. Quand je mangeais, j'avais le goût de l'aliment qui changeait, mais voilà, bon, pour éviter d'avoir envie de vomir, voilà, je m'arrêtais, j'attendais que ça passe et après, voilà, je remangeais. Mais ouais, c'était vraiment dégueulasse, hein. C'était vraiment dégueulasse. C'est là où ouais, tu vois que tu pouvais vite perdre du poids aussi. Voilà, il y avait des matins, je me pesais, je pouvais perdre jusqu'à 2 kilos, quoi. Et alors que la veille, voilà, j'avais repris du poids. Et puis non, bah, le lendemain, je me repèse 2 kilos. Des fois, je reprenais 500 grammes. Des fois, je reperdais 1 kilo, 1 kilo et demi. Voilà, donc ouais, je mangeais tout le temps. Je me forçais à manger parce que vraiment, c'était la mauvaise période, quoi. Donc voilà, mais elle n'a pas duré longtemps. Mais c'est vraiment une période où voilà, j'aime pas, voilà, je me déteste, voilà, franchement, c'est pas moi, je me reconnais pas, c'est une autre personne. Clairement, c'est une autre personne, c'est pas moi ça. Ça, n'importe qui dans la rue, je lui montre cette image, je dis, ah, c'est qui il me reconnaît pas là-dessus, hein. C'est vraiment. Bon, on va passer aller à une autre image parce que voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a eu d'autres effets secondaires sur mon corps des traitements. J'ai eu, donc tout à l'heure je parlais de que je saignais des ongles, donc avant j'avais voilà je mets en gros, hein, c'est surtout sur le pouce et l'index avec les fourmillements que j'avais dans les mains. Des fois j'avais l'impression de tenir des trucs, mais non en fait je les tenais pas assez, hein. Voilà, je sais pas, avec les fourmis, je sais pas, t'as une perte de sensibilité au bout des doigts. C'est super bizarre, mais bon voilà, c'est les trucs que j'avais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au fur et à mesure que ton corps va mieux, et ben, t'as les boules de sang en fait qui sont sous tes ongles. Parce que j'ai l'impression en fait que les chinos ça tue les ongles. Il y a des personnes qui ont perdu les ongles. Moi, heureusement, j'ai pas perdu les ongles. Il y en a qui perdent les ongles. Donc la boule de sang en fait, à force qu'elle pousse, elle se dirige en fait vers l'extrémité de l'ongle, voilà, comme un ongle qui pousse. Mais le truc, c'est que voilà, quand tu prends un truc où tu fais pas attention, là, tu vas attraper un objet ou quoi que ce soit, et ben t'as cette boule de sang qui se pète. Et comme on est sous anticoagulant et qu'on est en aplasie, donc les plaquettes sont au plus bas. Donc les plaquettes, c'est ce qui fait coaguler le sang, c'est ce qui fait croûter, voilà, la croûte quand on saigne. Et ben moi, j'étais pas très haute, donc voilà, donc ça pissait le sang. Il fallait toujours que je change mes pansements parce que voilà, j'en foutais du sang partout, c'était super chiant. Par contre, c'était pas douloureux. De temps en temps, j'avais mal dans l'ongle, mais pas quand il saignait, hein, voilà, parce que je pense que ça devait me travailler, enfin, je sais pas, nerveusement, enfin là, au bout des doigts, ça devait vraiment faire mal. Il y avait aussi, comme je parlais des anticoagulants, les piqûres que je faisais dans mon ventre. Comme je disais, j'en mangeais une soixantaine par mois, donc voilà, donc là, j'avais pris une photo où on voit le bleu, en fait, sur mon ventre. J'avais le ventre tout bleu, là encore c'était pas trop, mais des fois voilà, il était enflé et il est très très bleu. Et ça c'était vraiment les effets que j'avais sur mon corps. Voilà, entre ça et les cachets, des fois au petit déjeuner, voilà, j'avais une dizaine de cachets. Voilà, là j'ai pris une photo aussi où j'en avais quelques-uns avec ça, avec un sirop aussi hyper dégueulasse, un sirop tout jaune. Ah, il est horrible. Alors lui, il servait à protéger les poumons des infections en fait.
parce qu'on était sensible voilà, aux infections pulmonaires. Voilà, donc moi, je voulais éviter d'être malade, donc voilà, je prenais bien mon traitement comme il faut. Il y avait aussi voilà, les piqûres le matin à jeun. Avant, j'attendais l'infirmière, donc je lui préparais un petit peu tout son petit truc. Voilà, il y avait différentes piqûres, il y avait des produits pour rincer le pick-line parce qu'il faut le rincer après pour éviter qu'il se bouge, parce que s'il se bouge, eh ben, on peut plus faire de chimio. Donc voilà, donc il y avait un petit peu tout l'équipement avec la blouse, les charlottes, voilà, c'était un petit peu chiant, voilà, parce que même quand tu étais chez toi, t'avais un petit peu cette ambiance hôpital, voilà, c'était chiant, mais bon, il n'y a pas le choix, voilà, il fallait se soigner. Donc ensuite, la chose que je vais reparler, c'est de la repousse de mes cheveux, le truc que j'attendais depuis que j'avais coupé mes cheveux. Donc ça a pris du temps. Là, ça fait 4 mois qu'ils ont repoussé, hein, vous voyez, là j'ai à peu près 4-5 cm, voilà. Donc là, je vous mets la photo au tout début quand ils ont commencé à repousser. Donc on peut voir, ça fait des tout petits points, voilà, mais il n'y en a pas de partout, il y a des trous, voilà, c'est vraiment au-dessus, ça a galéré au début. C'était surtout autour de ma tête que voilà, il poussait bien. Donc j'étais toute contente, donc j'avais pris ma photo et tout là, mais bon, on voit bien encore que voilà, j'étais encore pas mal chaud, hein. Mais voilà, ça a commencé à repousser, j'étais contente. Voilà, j'ai pris aussi 15 jours après la photo que je vous ai montrée avant. 15 jours après, donc ça a commencé à repousser. Il faut savoir que quand les cheveux ils commencent à repousser, ça fait un duvet en fait. C'est pas vraiment des cheveux, c'est un duvet. C'est des poils en fait. On en a de partout. On en a sur les joues, dans le cou, mais on a un gros duvet. Mais c'est vraiment comme les nourrissons quoi, hein. T'as toutes les cellules voilà, qui redeviennent jeunes, donc qui repoussent du départ. Donc voilà, donc ça fait vraiment bizarre. Au fur et à mesure, voilà, je vais vous mettre des photos petit à petit. Après, c'est mois par mois que voilà, je mets la repousse des cheveux. Donc j'étais contente parce que j'avais dit à ma mère une fois, maman, je suis en train de me laver les cheveux. Alors j'étais contente, même si c'était tout petit. Mais voilà, c'est pour le moral déjà, ça faisait du bien après la sale période que je venais de passer. Alors je lavais mes cheveux, j'étais toute contente. Voilà, je les séchais, voilà, je faisais attention parce qu'ils sont très très fins et voilà, ils se cassaient assez facilement. Voilà, j'y allais tout doucement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me préparais un petit mélange d'huile pour les faire pousser. Mélange d'huile d'argan, de nigel et de ricin. Voilà, c'est des 3 huiles que j'utilise même actuellement, je le fais toujours. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien masser tout doucement le cuir chevelu pour enlever toutes les toxines qu'on a au-dessus du crâne en fait, et pour réactiver la circulation sanguine, parce que c'est comme ça que le cheveu repousse. Voilà, je me suis renseignée un petit peu. Donc voilà, celles qui vont avoir ça, voilà, vous massez tout doucement vos racines comme ça, et pendant 3-4 minutes, et après vous mettez un bonnet, vous mettez au chaud, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la circulation sanguine se fait mieux quand on a le crâne au chaud. Voilà, il y en a qui me disaient oui, mais tu étouffes tes cheveux, ils vont pas pousser. Non, ça c'est pas vrai. Voilà, au début, il faut couvrir ces petits cheveux qu'on a. Voilà, il faut en prendre soin. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait un peu le tour de ma vidéo. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop choqué. C'était pas le but. Le but en fait c'était simplement expliquer en images en fait les conséquences, voilà, et puis mon combat voilà, que j'ai fait. Voilà, c'est plus marquant avec des photos. C'est vrai que voilà, les gens qui m'entouraient, je les ai pas trop vus. Voilà. J'ai vu de temps en temps des connaissances, des amis, des collègues. Voilà, on s'est vu un petit peu, mais bon, j'évitais vraiment les gens pour éviter d'être malade, quoi, pour me retarder dans mon traitement. Donc voilà, aujourd'hui je vais mieux. Voilà, ça fait 4 mois que j'ai fini ma dernière chimio. Voilà, je me remonte de jour en jour. Je garde quand même des douleurs physiques de temps en temps, parce qu'il paraît qu'il faut 1 an pour éliminer toute la chimio de ton corps. Donc voilà, pendant 1 an, je pense que je vais avoir mal même pendant plusieurs années. Voilà, je suis suivie. Tous les 4 mois, j'ai rendez-vous avec mon oncologue, voilà, je le vois, on fait une prise de sang avant, puis après voilà, une simple auscultation, et puis voilà. Pendant 2 ans, ça sera tous les 4 mois, ensuite ça sera 2 fois par an, et après jusqu'aux 10 ans, ça sera une fois par an, voilà. Parce qu'ils disent au bout de 10 ans, t'es en rémission totale, donc voilà, ton cancer il ne reviendra pas, soi-disant.
J'y crois pas trop parce que c'est vrai quand on entend quelqu'un qui a eu un cancer, il en a plusieurs après. Donc bon, je pense pas trop à ça, je profite de chaque jour. Voilà, je fais en sorte de manger sain, voilà, de manger des trucs un peu bio, même ce soit des produits cosmétiques, voilà, j'utilise des trucs voilà, où il n'y a pas trop de produits chimiques, même ce soit des produits ménagers, voilà, je fais en sorte de prendre des trucs naturels, voilà, pour éviter que je relance le truc, quoi, parce que franchement, j'ai trop pas envie de revivre ça, et voilà, je fais tout pour aller mieux, donc voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop choqué. Vous voyez, j'ai le sourire parce que maintenant, voilà, je vais mieux, je suis loin de tout ça quasiment. Voilà, même si je fais quand même de temps en temps des visites à l'hôpital de contrôle, mais bon, je suis sortie de tout ça, je me remets, vous voyez, j'ai plus du tout la même tête que quand j'étais en traitement, je le vis bien. J'ai pris 10 kilos, voilà, je fais en sorte de perdre un petit peu les kilos des traitements, mais bon, et je pense qu'il faut prendre le temps parce que voilà, les traitements, tant que je les ai encore dans mon corps, j'aurai du mal à maigrir, je pense, parce que malgré tout, je me mets au sport un petit peu. Bon, j'y vais doucement parce que voilà, j'ai les muscles qui se sont atrophiés avec le traitement. Puis pendant 6 mois, voilà, j'ai pas fait grand chose de ma vie, j'ai passé mon temps à dormir, donc voilà, mes muscles se sont atrophiés, clairement, j'ai plus de muscles. Des fois, je fais du sport et voilà, j'ai pas de courbatures. J'ai des douleurs articulaires, mais j'ai pas de courbatures, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut du temps pour que mes muscles se refassent petit à petit. Mais sinon, voilà, je vais bien. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je remercie encore tous les gens qui ont été avec moi tout au long de ce combat et même maintenant après. Voilà, c'est grâce à vous quand même que voilà, je me suis toujours motivée à aller me faire mes traitements, clairement, parce que voilà, une ponction lombaire, c'est pas tout le monde qui a envie de la faire, mais bon, voilà, vous m'avez donné la force, voilà, j'y suis allée, j'ai pas pleuré avant, j'y allais la tête haute, je savais que voilà, c'était pour mon bien, c'était pour sortir de tout ça, pour guérir au plus vite. Et voilà, puis quoi qu'il arrive, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous aime fort. Voilà, j'ai pas l'habitude de le dire, encore une fois. J'ai pas l'habitude de dire j'aime les gens. Voilà, je vous aime malgré tout parce que voilà, vous avez été d'un soutien extraordinaire. Ma famille, mes amis, tout le monde, que ce soit mes collègues, les infirmières, les docteurs, il y en a, ils ont été géniaux, franchement. Voilà. Prenez soin de vous, comme moi je vais prendre soin de moi. Voilà, je vous souhaite que du bon dans votre vie. Je ne sais pas si je referai une story time, je sais pas si vous en avez envie ou pas. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, j'avoue que c'est la première où je me confie clairement sur un fait de ma vie. Mais voilà, peut-être je vous donnerai des nouvelles. Je referai peut-être une vidéo parce que début d'année prochaine, on a prévu de me prélever des ovules parce qu'il faut savoir que les chimios, il y a des risques voilà, que je sois préménopausée avant tout le monde. Donc voilà, j'ai des projets d'avoir des enfants plus tard, c'est sûr. Je vais laisser une trace sur Terre de moi, ça c'est sûr. Donc voilà, donc on sait jamais s'il y a une rechute ou quoi que ce soit, voilà, que je sois stérile et que voilà, ça soit trop tard. Donc voilà, ils veulent me prélever des ovules pour les mettre au congèle, voilà. Et quand j'en aurai besoin, bah hop, un petit coup de décongélation. Et puis voilà, on fera des enfants aussi au cas où je suis préménopausée. Voilà. Ça se trouve, j'en aurais même pas besoin, mais bon, c'est une précaution à prendre et voilà, je suis totalement d'accord. Et voilà, peut-être je ferai une autre story time pour raconter comment ça s'est passé. Et voilà, si j'ai eu mal ou quoi que ce soit, voilà, il n'y a pas de souci, j'en ferai une. Voilà, si vous en avez envie. Donc voilà, donc prenez soin de vous et voilà, je vous aime fort et à très bientôt et je vous aime. Bye bye.